à ce rendez-vous de l'information sur EZE TV, le sommaire. Le nouveau bureau du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est désormais connu. Janvier Yawedewu est élu président de cet organe. Le gaz naturel, la troisième source d'énergie thermique la plus utilisée au monde après le pétrole et le charbon, se commercialise au Bénin. Toutefois, il n'est pas toujours accessible à tous. Au sein du centre de promotion de l'artisanat du Bénin se sont installés plusieurs talents. Mais ces artistes se plaignent du manque d'intérêt des Béninois vis-à-vis du site. Le président de la République, Patrice Talon, a été reçu par le souverain pontife, le pape François, ce jour au Vatican. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la qualité des relations diplomatiques entre le Bénin et le Vatican et bien d'autres sujets d'intérêt. Le chef de l'État béninois a reçu par ailleurs l'ordre militaire souverain hospitalier de Malte. Hier, jeudi 17 mai, Patrice Talon et le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, ont échangé avec le personnel de l'ambassade du Bénin à Rome. Evelyne Togbe Olori a présenté à la délégation présidentielle ses collaborateurs qui contribuent au rayonnement de la diplomatie en Italie. Par la même occasion, elle a présenté au président Patrice Talon le turban Bio-Bénin, un produit à base de fibres de coton 100% made in Bénin qui sera présenté au mois de septembre prochain lors de la Fashion Week de Milan. L'honorable Janvier Yawedewu préside désormais la nouvelle mandature du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Il a été élu jeudi 17 mai par ses pairs par 5 fois pour et contre 4 pour son challenger et collègue Corneille Padonou. C'est le doyen d'âge de l'organe qui a dirigé le vote qui s'est déroulé au siège de l'organe à Aglangandan dans la commune de Semekpoji. Le nouveau président du COSLEPI sera aidé dans sa mission par Justin Adjovi, élu au poste de vice-président par 7 fois pour et 2 abstentions. Le poste du rapporteur vient au député Sabaï Kate de la majorité parlementaire, plébiscité par 7 fois pour et 2 abstentions. Ce bureau est formé conformément aux dispositions de l'article 221 du Code électoral en vigueur au Bénin. Il faut préciser qu'avant l'élection, les membres du COSLEPI ont procédé au toilettage et à l'adoption des tests, notamment le règlement intérieur qui régit l'organe. Dans l'acte 2 de la découverte de la plus haute juridiction du Bénin, nous vous proposons de découvrir les procédures et la mandature qui régissent la Cour constitutionnelle. Conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique numéro 91-009 du 4 mars 1991, la Cour constitutionnelle peut être aussi saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le président du Conseil économique et social. Toutes les associations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, toute association, tout citoyen peuvent également saisir l'institution. Elle peut être saisie par le citoyen lambda sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Pour être valable, la requête émanant d'une organisation non gouvernementale, d'une association ou d'un citoyen doit comporter tous les renseignements possibles.
c'est-à-dire ses noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale. L'article 30 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle lui offre la possibilité de se saisir d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censé porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Depuis 1993, 5 mandatures se sont succédées à la Cour. La première mandature de 1993 à 1998 avait comme présidente Elisabeth Ekwe-Poyon, vice-président Alexis Hontondi, conseiller Hubert Maga, Pierre Eroumi, Alfred Elegbe, Maurice Aranzo-Glele et Bruno Arlonsou. La deuxième mandature s'étendait sur la période de 1998 à 2003 et c'est Concepcia Ouensou qui avait la tâche de la diriger avec pour vice-président Lucien Sebo Maurice et les conseillers Aranzo Glele, Clotilde Mendegan, Hubert Maga, Jacques Mayaba et Alexis Hontondi. Concepcia Ouensou est revenu en 2003 à la tête de la troisième mandature. Jacques Mayaba était son vice-président et Idrissou Boukari, Pancras Bratier, Christophe Kodjo Kounia-Zondé, Clotilde Mendegan ainsi que Lucien Sebo, auparavant vice-président, les conseillers. En 2008, on assiste à un strict renouvellement du bureau de la Cour constitutionnelle avec des noms tels que Robert Dossou, ancien maire de la ville-capitale Porto Novo et ancien bâtonnier en qualité de président. La vice-présidente Marceline Berha Afouda et Théodore Olo, Jacob Zinsounon, Dossou Bernard Degbo, Clémence Niembere Dansou Zime, Kora Yaou, conseiller. Théodore Olo, conseiller à la 4e mandature, est devenu président à la 5e mandature qui prend fin en juin prochain. Dato Simplice, vice-président, et Bernard Dossou Degbo, Marceline Berha Afouda, Akpo Eloge, Zime Kora Yarou, Nassirou Lamantou, conseiller. Lors du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mai 2018, le ministre Joseph Djogbenou s'est prononcé sur la désignation des membres de la prochaine Cour constitutionnelle. Pour lui, cette Cour constitutionnelle sera celle au service de la République à travers la loyauté, engagement et probité. On l'écoute. À la suite de la désignation à laquelle l'Assemblée nationale a procédé, il revient au président de la République de procéder à la désignation dont la Constitution lui confère le pouvoir. Je vous confirme que le président de la République a pris un décret désignant les personnes dont vous venez de rappeler les noms. Mais puisque c'est la seule question que vous me posez, vous m'offrez l'occasion, très simplement, à raison de ce que ma modeste personne a été choisie par le bureau de l'Assemblée nationale, de dire que sans doute toutes les personnes, et moi en premier, comprenons, mesurons l'importance, la portée, la finalité, je dirais même la gravité des désignations auxquelles il a été procédé. Chacun de nous, en toute responsabilité, fera en sorte que la prochaine formation de la Cour constitutionnelle assume et assure entièrement ses prérogatives. À titre personnel, je considère que ces désignations n'ont d'autre réponse que celle de confirmer que la seule loyauté qui vale, la seule probité qui vale, le seul engagement qui vale, c'est la loyauté, la probité, l'engagement au service de la République, au service de l'État, au service de la nation. Parce qu'enfin, qu'il s'agisse des règles que des personnes, c'est pour servir notre communauté. Et nous ferons en sorte qu'à ces différents égards, qu'il n'y ait nulle crainte et nulle inquiétude.
Toujours en Conseil des ministres de ce mercredi a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires. Dès son ouverture, cette école aura à charge la formation initiale des auditeurs de justice, des officiers de justice, des greffiers, des agents de protection de l'enfance, de l'adolescence et la formation continue de tous les membres du corps judiciaire. Écoutons à nouveau le ministre garde des Sceaux qui nous démontre le bien fondé de cette initiative. Je voudrais rappeler que lorsqu'il a décidé d'être candidat à la présidence de la République, M. Patrice Talon, dans son projet de société, après le diagnostic alors établi des insuffisances de notre justice, a considéré avec raison qu'il faut adapter la formation, la rendre pertinente. Il avait évoqué alors la mise en place, dans son projet, d'une école de formation dédiée au secteur de la justice. Cette volonté politique a été confirmée dans son programme d'action du gouvernement. Il faut souligner surtout que l'une des faiblesses, l'un des points de vulnérabilité de notre appareil judiciaire d'une manière générale, c'est l'insuffisance de la formation initiale des différents acteurs et l'absence d'une formation continue organisée. On ne peut pas vous dire aujourd'hui que tous les magistrats en exercice, dans les fonctions diverses, sur toute l'étendue du territoire, aient bénéficié, dans une durée normale, d'une formation continue adaptée dans les différentes matières dans lesquelles ils rendent pourcent des décisions de justice. On ne peut pas dire que tous les greffiers, après qu'ils ont été recrutés dans l'administration publique, bénéficient d'une formation continue. On ne peut pas dire que tous les officiers de justice bénéficient de la formation continue. Bien évidemment, on peut faire le constat de la corruption au sein de la justice. On peut faire le constat des décisions surprenantes que les uns et les autres prennent. On peut faire tous ces constats. Mais si on n'accompagne pas en réponse à la mise en place d'un modèle de formation adapté, nous n'aurions pas eu la réponse satisfaisante. Et de ce point de vue, le Conseil des ministres, alors que le président de la République nous a instruit à l'effet de proposer un nouveau modèle, a adopté l'école de formation des professions judiciaires. Quelles sont les missions de cette école? Premièrement, c'est désormais le guichet unique en ce qui concerne la formation initiale de toutes celles et ceux qui souhaitent exercer une profession non libérale dans le secteur judiciaire. Il s'agit des auditeurs de justice qui deviennent des magistrats, il s'agit des officiers de justice, il s'agit des greffiers, il s'agit des agents que l'État emploie dans le système, dans le mécanisme de l'éducation surveillée de l'adolescence et de l'enfance. Et deuxièmement, pour tous, également un guichet unique dans le cadre de la formation continue. Cette école aura un directeur de l'école, cette école aura un directeur adjoint, cette école aura un système en vue du conseil, un conseil de discipline, un comité scientifique et tous les instruments adaptés pour faire en sorte qu'enfin l'État réponde à la nécessité du renforcement de la formation dans le secteur judiciaire. Évidemment, le gouvernement ne s'arrêtera pas à ce niveau. Le Conseil des ministres nous a instruit à l'effet de revoir le modèle d'organisation de l'inspection des services judiciaires. De ce point de vue, un projet sera soumis au Conseil des ministres pour revoir de fond en comble la manière d'inspecter, de contrôler et d'accompagner les acteurs judiciaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc oui, la formation, ensuite le contrôle, avant d'envisager la sanction. C'est le modèle que le gouvernement actuel propose pour renforcer les hommes et les femmes qui animent notre appareil judiciaire. Au centre de promotion de l'artisanat CPA Cotonou, les artisans crient à la mévente. Ils produisent de belles œuvres, mais les clients béninois, dans leur grande majorité, manifestent très peu d'intérêt pour ces créations. Les artisans du
Centre de promotion de l'artisanat, CPA, à Cotonou, se battent nuit et jour pour produire de belles œuvres. Mais les Béninois, dans leur grande majorité, manifestent très peu d'intérêt pour ces créations. Cet état de choses entraîne non seulement la rareté des matériaux utilisés dans la conception des œuvres, mais aussi la disparition de plusieurs métiers d'art. C'est le cas des sculpteurs. Au niveau de première phase, les artisans n'arrivent plus à créer de nouveaux produits et compétents sur le marché. Des produits qui sont rares à trouver. Par exemple, les clients viennent ici, ils se disent c'est les mêmes choses qui se trouvent partout. Le métier de sculpteur est en voie de disparition quand la mévente s'installe. Les touristes achètent les objets et pour les amener dans leur pays, ils éprouvent d'énormes difficultés, surtout au niveau de l'aéroport, car ils payent le double voire le triple du prix de l'objet avant d'aller chez eux, ce qui empêche parfois les étrangers d'acquérir nos objets. Les artisans invitent les autorités à revoir les tests qui régissent le secteur. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'aéroport. Les clients disent que s'ils prennent les produits ici, la facturation des poissons vraiment chère là-bas. Les agents de l'aéroport saisissent le prix de chaque objet qui se vend ici au blanc. Avant que ils viennent ici, ils ont déjà tout le prix. Donc nous, on ne pouvait plus fixer un prix pour eux ici. L'attraction du Centre de promotion de l'artisanat, CPA, qui promeut les œuvres d'art, entre autres, est en pleine régression. Un des sculpteurs du CPA catégorise les difficultés rencontrées au cours du métier en 3 phases dont il s'explique. Maintenant, qu'est-ce qui crée cette délicat de mes ventes là, c'est au niveau des artisans, il y a aussi manque de financement. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour créer. Du côté mes ventes encore, sur le terrain, il y a beaucoup de produits qui se vendent ailleurs, mais les clients disent que c'est les mêmes produits. Ici, s'ils disent les mêmes produits, les prix aussi sont chers pour eux. Ce n'est pas l'objet qu'on vend, il faut vendre l'art. Celui qui a créé, il a imaginé quelque chose. Du côté gouvernement, je les remercie sur le gouvernement actuel, la pensée de rétablir encore des structures pour améliorer le département de l'artisanat. La mévente, ça c'est la question d'actualité depuis plus de 3 ans. Depuis plus de 3 ans, nous subissons un cours de mévente. Et il y a aussi d'autres formes de mévente qui s'expliquent par le fait que tout le monde arrive à se copier, à avoir la même marchandise. Donc en ce moment, la vente n'est plus ce qu'elle devait être et autres. Un autre aspect de la mévente au centre de promotion de l'artisanat, c'est par rapport à l'occupation anarchique des espaces. Il faut noter que l'émergence dans tout secteur, comme dans celui de l'artisanat, est subordonnée à la promotion et à la consommation des produits. Le gaz combustible est formé par la transformation d'organismes morts il y a des millions d'années. Appelé gaz naturel, il se trouve dans divers réservoirs souterrains, parfois associés à du pétrole. Le gaz combustible se retrouve dans un foyer sur 3 ici au Bénin, même si le coût n'est pas accessible à tous. Il existe plusieurs distributeurs. Le gaz combustible est commercialisé au Bénin par plusieurs sociétés qui se bousculent sur le marché. La production de ces sociétés pour satisfaire la demande grandissante des consommateurs n'est pas toujours à la hauteur. Les périodes de pénurie alternent avec celles de grande disponibilité. Sur le marché, outre l'habillage des bouteilles, il n'y a pas de grande différence entre le prix et le contenu. On charge le gaz on charge ça. Quand nous finissons de vendre les gaz là maintenant, il vient pour prendre les bouteilles et il recharge. C'est les bouteilles diffèrent, c'est tout. Sinon, la bouteille de Horis maintenant c'est rouge, ceci c'est bleu. Chacun a sa chose là et on sait que tel c'est pour telle chose. Pour le moment, le mois passé, on avait vendu ça à 2950. Oui, donc cette mois-ci, on est en train de vendre le gaz. Le 12 kg est à 6310.
Le 6 est à 3 030 francs, oui. C'est le même prix que le gouvernement fixe normalement, c'est le même prix que chaque chose là doit vendre. Il arrive des fois que peut-être d'autres peuvent augmenter un peu de 1100 francs les revendeurs. Après, bon, nous seulement sur 1 kilo, nous pouvons trouver 30 francs dessus. Les sociétés qui disposent des installations adéquates pour le chargement des bouteilles connaissent parfois des difficultés liées à la distribution. Dans le rang des consommateurs, le coût du produit limite certains et avantage d'autres. Je ne peux pas inverser un capital de combien, 50 000, un truc comme ça, pour une PAC. Et puis après, inverser combien, 6 000, je ne sais pas combien ils ont dit là. Bon. Et puis je me suis dit, mes sources de revenus ne me permettent pas pour le moment de m'investir dedans. 6 325. C'est bon, le prix est normal et ça nous arrange. Malgré les efforts déployés par différentes structures, dont la DAEM, développement de l'accès à l'énergie moderne, qui promet l'accès à l'énergie moderne, l'usage du gaz domestique reste réservé à quelques privilégiés. Les journalistes et reporters sportifs béninois sont désormais mieux aguerris pour rédiger des articles ou réaliser des productions journalistiques sur les compétitions du jeu de Scrabble. Le séminaire de 2 jours, organisé à leur intention par le réseau des journalistes de sport au Bénin, en partenariat avec l'instance de gestion de cette discipline au Bénin, s'est achevé cet après-midi à la Maison des médias à Cotonou. Pour la seconde journée, la trentaine de participants s'est informée sur le rôle des différents acteurs lors d'un tournoi, la direction d'une partie et les règles de jeu. Ils se sont également essayés à la pratique du jeu. Les organisateurs et les apprenants sortent satisfaits de ce partage de connaissances. C'est un jeu que je n'ai jamais pratiqué d'ailleurs. Je n'ai pas l'information minimum au départ. Mais après 2 jours de formation, je pense que j'ai reçu aujourd'hui ce qu'il me faut pour désormais parler de ce jeu qui est le Scrabble. Je tiens d'abord à remercier le président du réseau des journalistes de sport au Bénin, sans oublier la fédération également, qui les deux ont permis à tous les journalistes aujourd'hui, ces participants, de bénéficier au moins de quelque chose et savoir parler désormais pour améliorer aussi notre manière de rédiger des articles sur cette discipline sportive. C'est une discipline que j'adore et ça m'a permis d'engranger beaucoup de connaissances cette fois-ci. Les terminologies, les formules de jeu sont désormais mes leitmotivs. Donc je remercie beaucoup la fédération et également le président du réseau et également tout le bureau exécutif qui se sont déployés et pour nous permettre quand même d'apprendre. Je dis, nous sommes venus apprendre. Et également, c'est une rencontre de donner et de recevoir. Et sincèrement, je suis bien aguerri. C'est encourageant, c'est motivant de savoir que nous ne sommes plus les seuls à être intéressés par la discipline, qu'il y a aujourd'hui tout un réseau derrière nous pour nous accompagner dans la vulgarisation, dans la promotion de notre discipline, de notre passion qu'est le Scrabble. Je vous encourage, et particulièrement ceux qui ont l'ambition de se spécialiser dans le Scrabble. Nous restons entièrement à votre disposition pour vous mettre tous les outils nécessaires qu'il faut encore pour que vous ayez toutes les armes possibles, pour que vous soyez plus aguerris à parler mieux du Scrabble autour de vous, afin que les personnes, les novices, les débutants puissent trouver encore plus d'engouement à pratiquer cette discipline. Il faut dire que c'est une discipline qui était dans l'ensemble pour ce qui concerne les règles, la formule et la manière de jouer, pas très connue du public en général et surtout des professionnels des médias. Et aujourd'hui, on peut saluer ce dynamisme de tous ceux qui étaient à la formation, qui ont, à travers les exercices pratiques, les différents ateliers, prouvé quand même que les formateurs ne sont pas venus en promenade de santé. Et c'est avec tout un enthousiasme que tous les participants, la trentaine, repartent dans les rédactions. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à votre télévision.